Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et pour le face-à-face du jour, Laurent Oberton, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, romancier et essayiste et auteur de Guérilla 3, le dernier combat aux éditions Magnus. Bienvenue. Merci beaucoup. Laurent Oberton, alors effectivement, je le sors, ce bouquin. Vous voyez, quand j'entends le mot Oberton, je sors ma guérilla. Voilà, le tome 3. Le tome 3 qui vient de paraître, qui paraît ces jours-ci. Le dernier combat. Alors, c'est intéressant parce que vous avez été lanceur d'alerte depuis votre premier livre. Je le rappelle, je le dis, La France Orange Mécanique avait fait beaucoup de bruit, et plus que cela en son temps, c'était il y a 10 ans. Et puis, vous êtes aussi romancier, et depuis 6 ans pratiquement, vous avez écrit la Guérilla 1, Guérilla 2, puis des essais. Au fond, je voudrais qu'on rappelle un peu, parce qu'on va parler de Guérilla 3, qu'est-ce qui s'est passé après les chaos. Ça dure d'ailleurs exactement une semaine, de 27 jours à 34 jours, c'est ça, de 27e jour, 34e jour. Je parle de Guérilla 3, c'est une semaine, on va en parler assez longuement. Mais je voudrais qu'on rappelle un peu l'histoire pour ceux qui ne l'ont pas lu. Le 1 et le 2, il s'agissait de quoi exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors le 1, donc qui date de 2016, c'est une descente de police dans une cité sensible, comme il y en a plus ou moins tout le temps. Oui, j'aime beaucoup le mot sensible. Oui, bien, évidemment, et celle-là est particulièrement émotive et sensible. Et les policiers tombent dans un guet-apens, là encore ça arrive, sauf que là, un policier panique, pète un plomb, et sort son arme et tire, et donc il y a plusieurs morts. Il se trouve qu'un des tués est de la famille d'un caïd local important. Et donc, la cité s'embrase. Par contagion, les beaucoup autres... plus que 2005. C'est 2005 voilà, à la puissance 1000. Exactement, 2005 au carré. Ouais. L'État est dépassé. Les médias sont toujours dans leur même logique, pas d'amalgame, etc. Et l'État n'a pas de réponse à apporter à un tel phénomène, puisqu'il est convenu de dire que oui, mais c'est pas leur faute, ce sont des malheureux, enfin, cette révolte est légitime, etc. Et donc, en 3 jours, l'État s'effondre et voilà, c'est le chaos. Et donc, la 2019, c'est Guérilla 2, et là, pour le coup, c'est la survie, puisque l'État n'est plus là, puisque la chacun... France s'est effondrée, enfin, l'État s'est effondré. Il n'y a plus rien qui fonctionne, c'est un peu comme maintenant, mais encore une fois au carré. Là, le col roulé ne suffit plus, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de chauffage, c'est terminé, et chacun lutte pour survivre. Ah oui, c'est pour bientôt, ça, électricité, chauffage. Hein, ça se rapproche très dangereusement, et donc là, donc le dernier volume... Et là, c'est le chaos. C'est le chaos, et on essaie de sauver ce qui peut l'être. Il y a un État renaissant, il y a des mafias, il y a des gangs, il y a des califats, et c'est encore un petit peu en mode chacun pour soi, et voilà, tous mes personnages archétypaux doivent se débattre face à tout ça. Et alors, donc, on arrive au 3, et au 3, effectivement, il y a un nouveau pouvoir, il y a effectivement la France archipélisée, mais plus archipélisée que jamais. Il y a un côté, quand même, dès le début, moi, je veux dire, ce à quoi ça m'a fait penser, c'est Mad Max. Il y a un côté Mad Max à la française dans ce que vous avez fait, Laurent Oberton. C'est vrai, oui, c'est vrai, parce que il y a cette idée que les énergies qui jusque-là allaient de soi, personne ne se demandait trop, on voyait bien que les prix fluctuaient, mais bon, il y a de l'essence dans les pompes, il y a du courant quand on allume l'écran. Et là, d'un coup, on se rend compte de la valeur en fait de cette énergie qui est la base de toute économie, de toute vie humaine. On est totalement dépendant de cette énergie. L'économie, c'est l'énergie. Exactement. Citons Charles Gave, qui est brillant à ce sujet et qui le répète assez souvent. Malheureusement, il n'est pas entendu. Et oui, du coup, on a des affrontements pour finalement des ressources primaires qui étaient jusque-là abondantes et qui deviennent rares et qui retrouvent leur valeur initiale. Ça remet un petit peu à zéro l'échelle des valeurs aussi. Mais est-ce que ce n'est pas quelque part, je me rappelle d'un livre de l'essayiste italien Roberto Vacca, c'est très ancien, et il avait un titre prémonitoire, ou pas, Demain le Moyen-Âge. Alors sans dire, on ne va pas parler du Moyen-Âge, c'est aussi une civilisation qui n'avait pas que le chaos. Mais ce côté, cette situation chaotique, alors vous en parlez dans ce livre, effectivement, c'est après le chaos, les choses se reconstruisent. Et alors, il y a un nouveau président qui s'appelle Escar. Et ne me faites pas dire que vous n'avez pas pensé à Giscard.
Franchement, Laurent Berton, c'est par hasard ça que le président s'appelle Escar? Franchement, je pensais pas spécialement à Giscard. Ouais. Giscard, pour moi, a souvent été un petit peu exagérément attaqué sur ses intentions, parce qu'il a réellement essayé de faire des choses qui aujourd'hui seraient perçues comme oulala, les heures sombres, etc. Mais il n'a pas pu parce qu'il avait l'inertie de l'administration face à lui, et il a sans doute été faible aussi. Mais ça n'a pas été le pire. Giscard, peut-être à ce moment-là, certains pensaient que c'était le pire, mais derrière lui, il y a quand même eu du très très haut niveau. Alors ce président Escar, donc il dirige avec les vigilants d'un côté, les liquidateurs, enfin montrer un peu. Alors, mais c'est vraiment le régime qui naît après ce chaos, le politiquement correct dans sa splendeur, le woke dans sa splendeur, l'intégrisme, les communautarismes dans leur splendeur, si l'on veut bien. Et au fond, c'est quelque chose, vous dites que ces gens qui essaient de manier une doxa à leur manière ont pris le pouvoir. Oui, ils le défendent fermement, et c'est exactement la situation actuelle, sauf qu'elle est, encore une fois, les curseurs sont poussés à leur extrémité. Que les vigilants sont encore plus agressifs, encore plus... ils se dévorent entre eux, mais ça on le voit déjà, hein. Les justiciers sociaux passent leur temps à se chercher à qui sera le plus pur, et à accuser, on voit bien entre la NUPS, les écolos qui s'entre-massacrent à longueur de temps parce qu'ils ne seraient pas assez idéologiquement parfaits. C'est extraordinaire. D'ailleurs, à chaque fois, tu n'es pas assez pur, donc il faut te condamner, quoi. C'est Robespierre et compagnie. Enfin, ils sont très agressifs entre eux, puisqu'ils se prennent des parts de marché, et puisque ils sont réceptifs aussi à ces excommunications. Il y a des personnages dans le livre, par exemple Marcel, le pilier de comptoir, qui est réceptif à rien. Lui, on peut toujours lui dire, mais attention, tu fais le jeu d'eux, ou lui faire des triangles avec les doigts, il s'en foutra complètement. Par contre, les citoyens réceptifs, ceux qui ont à perdre, ceux qui ont un niveau social important, eux vont se conformer à ces menaces. Ils vont prendre sur eux, et ils vont suivre un petit peu le mouvement. Ils vont renoncer au courage. Oui, en fait, Laurent Berton, vous grossissez des tendances qui sont déjà là. Vous êtes romancier là-dessus, et vous montrez un peu par l'absurdité de tout cela quand on arrive à la caricature la plus totale, quoi. C'est exactement le travail d'anticipation, c'est de caricaturer une situation. Mais le problème étant qu'elle se caricature elle-même rapidement. Et si j'avais mis dans ce roman Sandrine Rousseau ou Bruno Le Maire avec son col roulé, on m'aurait dit exagère, c'est pas possible, ça n'aura pas lieu. Mais si, ça a lieu, et c'est très difficile de suivre le mouvement. Eh bien, on en reparle tout de suite, Oui, on revient dans quelques instants, et on attend bien sûr vos appels au 0826 300 300. Est-ce que vous souhaiteriez que la saga d'Oberton ne soit par exemple interprétée au cinéma? Voilà, dites-nous. Est-ce que vous êtes dégoûté que ça se finisse au numéro 3? Dites-nous. À tout de suite sur Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Nous venons d'apprendre qu'Annie Ernaux, l'écrivain française Annie Ernaux, vient d'avoir le prix Nobel de littérature. C'est bien fait pour elle. Revenons à Guérilla. Alors, vous avez des personnages archétypes qui sont là, Laurent Berton. C'est vraiment très intéressant. Donc, il y a ce président Escar, le Buvard, monsieur Buvard de la DGSI. On lui dit, il faut qu'on retrouve Vincent Gite. Alors, que représente, qui c'est dans votre sens, cette saga Vincent Gite? Alors lui, c'est vraiment pour le coup l'archétype de la bête immonde, la fameuse. Elle est là, elle s'est incarnée. Oui. Et le mal, le fascisme, la réaction, etc. Celui qui ne veut pas, à aucun moment, céder, rentrer dans ce monde, ou alors s'il rentre dans ce monde, ce sera avec violence. C'est-à-dire pour l'exploser. Voilà, c'est un petit peu un Breivik. Il refuse tout en bloc. Et il ira sans massacrer, oui. Enfin, voilà, il ira si besoin à l'affrontement avec un nihiliste complet. Oui, avec l'État, et il sait quelque part que ce faisant, il va servir. Il va être l'idiot utile de ce régime, puisqu'il va incarner la menace, la fameuse, les heures sombres, et c'est celle avec laquelle on tient la population, avec laquelle on lui dit il faut bien voter parce que sinon il y a le risque. Et il va, ce faisant, être utilisé par le régime qui dira regardez, voilà quel camp choisissez-vous finalement? Celui d'un tueur fou, dégénéré, machin, ou nous?
on peut vous protéger de ça et on peut pas vraiment, c'est pour montrer qu'on peut pas, quel que soit notre camp, nos décisions, nos actes, on peut pas échapper à jouer un rôle dans ce système. Dans ce système, oui. Et alors, justement, ce système, tel que vous le décrivez, parce que ça peut encore continuer, on voit très très bien, vous finissez, donc ça dure une semaine, hein, c'est bien ça. Oui. Le guérilla numéro 3, séquence 3, ça dure une semaine entre la fin du chaos et on se dit ça y est, on peut sortir, on peut respirer, etc. Mais c'est instauré un véritable régime, allez, on peut le qualifier de fasciste ou d'autoritaire ou de dictatorial, voilà. Sous couvert de tolérance, etc. C'est ça. À la sud-américaine, mais avec en plus la morale progressiste supérieure qui sert à canaliser toute forme de révolte et à tenir un petit peu les colères, un petit peu comme aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on voit bien, dès qu'on a un mouvement social qui prend de l'ampleur, on va tout de suite l'accuser d'être du mauvais côté, du côté du complot, du mal, de l'extrême. Voire gilet jaune. Gilet jaune, exactement. Et ça permet c'est vraiment une technique de contrôle social primitive, mais qui fonctionne. Aujourd'hui, on a beaucoup plus peur de cette menace d'excommunication sociale que d'être jeté en prison ou de payer une amende ou que sais-je encore. Nous sommes des créatures domestiques et nous avons peur pour notre réputation. C'est avant tout comme ça. C'est pour ça que fonctionne ce chantage à l'extrême droite, alors qu'on parle de sécurité, on parle d'immigration, qui sont des sujets qui n'ont pas forcément à avoir une couleur politique. Rappelez-vous Georges Marchais, secrétaire général du Parti communiste français, il y a 40 ans, qui demandait, je rappelle pour les auditeurs qui ne s'en rappellent pas ou qui ne l'ont pas connu, qui demandait l'interdiction absolue, totale, immédiate de l'immigration clandestine comme de l'immigration régulière. Georges Marchais. Premier, voilà. Et quand quelqu'un aujourd'hui vous accuse d'être d'extrême droite ou de faire le jeu de l'extrême droite, demandez-lui de définir ce qu'il entend par extrême droite. Pourquoi extrême droite? Pourquoi Marine Le Pen serait d'extrême droite? Il a souvent énormément de peine à le faire. Il va dire parce que contre l'immigration, pour la sécurité, oui très bien. Enfin beaucoup de gens dans ce pays le sont et ils sont pas extrémistes. Donc vous dites ce régime, voilà, il est effectivement, il a un discours moralisateur, vertueux, etc. Et au fond, simplement, la grande différence, c'est qu'aujourd'hui en France, faut le dire, on n'est pas dans la situation de guérilla, encore, peut-être, j'espère qu'on ne le sera jamais, mais on ne sait pas. Mais en même temps, ils sont encore aujourd'hui dans leur zone de confort. Vous, vos personnages ont été obligés de sortir de leur zone de confort, vu l'état de dégradation et d'effondrement de la situation. Alors c'est une réflexion qu'on me fait souvent de dire pourquoi les Français ne se révoltent pas, ne tapent pas du poing sur la table, parce que ils ont encore des choses à défendre. Ils ont une situation, ils ont ce qu'on disait tout à l'heure, ils ont l'alimentation, ils ont l'abondance de manière relative évidemment. Mais si moi je pousse la situation et je montre que quand ils n'ont vraiment plus rien, que la situation est retombée à un degré zéro, eh bien les choses tournent très mal pour tout le monde. Et dès que quelqu'un parviendra à incarner une forme d'ordre, de retour, d'une distribution minimum, même avec un système de rationnement, eh bien, le citoyen domestique sera ravi de se précipiter derrière ce nouveau maître qui va régir sa vie à sa place. Malheureusement, le trait le plus préoccupant aujourd'hui de nos populations modernes, c'est cette attente, c'est cet état de domestication, l'espoir qu'on fasse à notre place et qu'on continue à être dépossédé de nos responsabilités. Est-ce que c'est un peu l'Amérique du Sud, mais est-ce que ce n'est pas aussi et surtout un certain modèle à la chinoise ? Bon point, mauvais point, crédit social, etc. Le contrôle social, alors pour le coup, l'actualité m'a pas mal aidé parce que j'ai écrit ce livre cette année. Et forcément, on avait les QR codes, on avait les vigilants, on avait les dénonciateurs. On a eu tout ça à la fois. On a maintenant l'énergie. Le Covid vous a influencé quand même. Clairement, c'était. Je le dis encore une fois, notre époque, pour qui veut écrire ce genre de livre d'anticipation, est du pain béni puisque c'est visible. Tout nous crie cet état d'esprit incroyable de nos contemporains qui veulent se faire agents même de ce contrôle social. Ils en demandent, ils veulent encore plus de passes et de machins et de contrôle des autres aussi. Donc c'est un état d'esprit qui fait tout ça. C'est souvent ce que je dis aussi. Le mal n'est pas dans le gouvernement, dans tel homme politique, dans tel responsable. Le mal est dans ceux qui exigent cette situation, qui ne veulent surtout pas y renoncer. De l'ordre, qui veulent, quitte à ce que ça aille beaucoup plus loin. Et l'ordre à la chinoise, je pense, en fait rêver certains. Mais vous savez, beaucoup de Français ne sont pas d'accord avec ça.
Enfin, heureusement. D'ailleurs. Ils le sont pas, mais ils sont quand même relativement discrets, puisque on a beau dire ils sont réfractaires, effectivement, alors ils gueulent, ils râlent, ils manifestent, ils sont comme Marcel au comptoir, il faut foutre en l'air, il n'y a rien qui va, mais concrètement, il n'y a pas vraiment d'organisation, en réaction à ce qui se passe. Et alors, cette espèce de... Et justement, vous décrivez cet état, et c'est vrai que c'est vrai que ce qui est frappant quand on lit Guérilla et les 3 tomes et celui-là, le 3, c'est qu'au fond, et on ne se rend pas compte parce qu'on est là, regardez, studio, l'électricité est là, tout est là, tout va bien, mais la barbarie, elle peut ne pas être loin. La barbarie est voisine, la barbarie peut frapper à la porte à un moment donné. D'ailleurs, vous noterez que ce que s'efforce avant tout de maintenir le régime, ce sont les médias. Alors, je ne pense pas qu'ils maintiendront le vôtre en priorité, mais dans ce livre, les médias sont préservés, parce qu'il faut absolument que le conditionnement, que le message politique, que le rapport au maître demeure. Et oui, la barbarie est très proche, et on l'a vu, on peut y assister quand il suffit de couper le courant dans une grande ville, il suffit d'une grève de la police, et vous aurez des scènes de chaos, d'émeutes, et là, les instincts primaires seront complètement libérés, et ce sera du chacun pour soi, parce que c'est déjà le cas. La société étant atomisée, fractionnée en multi-communautés, groupes d'intérêt, pour certains très violents, évidemment, ça va pas bien se passer, ça ne peut pas bien se passer. Et effectivement, on espère que ça ne se passera pas comme ça, mais on ne peut pas vraiment prévoir. En tout cas, on va en parler avec les auditeurs et Laurent Berton, Guérilla 3, le retour. On revient tout de suite après une petite page de pub. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et les Français parlent au français, c'est dans les deux sens, auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio. N'oubliez pas, on attend vos appels au 0826 300 300 sur le nouveau livre de Laurent Berton, sur tout ce dont on a parlé aujourd'hui, effectivement, Calac et compagnie, et ça me rappelle cette merveilleuse phrase de Bertolt Brecht à propos de Calac, c'est quand des habitants maugrés contre le pouvoir excédé, décida de dissoudre le peuple et d'en élire un autre. Voilà. Est-ce qu'on va arriver à là, Laurent Berton? Est-ce qu'effectivement, on est dans un processus de dissolution du peuple où il s'est déjà à peu près autodissous? C'est une très bonne question. C'est vrai que ce que je dis souvent, quelque part, cet effondrement que je décris a déjà eu lieu. Puisque il y a le capital social est effondré, il n'y a plus de lien entre les Français, ils ne se voient plus de destinée commune, ils ne se projettent plus, il n'y a plus de paramètres transcendants. Donc tout ce qui est moteur d'une nation semble s'être gentiment éteint. L'incendie de Notre-Dame était tragiquement allégorique à ce sujet. On ne peut que regarder ça, la larme au coin de l'œil, mais on peut aussi se dire cette situation ne doit pas exister, ou en tout cas je dois au moins faire l'effort de m'y opposer pour mourir avec la conscience tranquille, de ne pas avoir au moins participé à cela. Et c'est aussi un message que j'essaie de faire passer. Oui, dans le livre, vous le faites passer, ce message. Bien sûr. On ne s'incline pas, on ne se résigne pas. Tant qu'on est là, on voit ce qui se passe, on est quand même assez nombreux, et il n'y a pas de raison qu'on continue, nous, à subir, et simplement à courir avec les autres et à faire comme si ça n'existait pas. Ouais. Et cette jeune fille qui apparaît à la fin, enfin la petite fille de la Guérilla, qui s'appelle aujourd'hui Guérilla, c'est un peu le symbole de ça. Et en fond, mais votre saga, elle peut ne jamais s'arrêter aussi. Je veux dire, vous êtes au 3, vous allez peut-être faire le 4. C'est un peu l'histoire du pays, c'est que oui, peut-être que ça peut durer encore très longtemps, qu'il y aura des rebondissements complètement imprévisibles, que les habitants vont sur les cendres de notre pays participer à sa renaissance, ou alors que tout va s'éteindre, qu'on va devenir complètement autre chose, que le nom France lui-même ne sera plus qu'un souvenir. Comme disait Bossuet, qui n'aura de nom dans aucune langue, je ne sais pas. C'est très difficile. Moi, c'est pour ça que l'anticipation, c'est toujours un mot un peu grand pour moi.
parce que je décris une situation qui existe déjà à mon sens, et j'ai beaucoup de mal à dire si elle peut arriver dans 3 ans, dans 30 ans, et ce qui se passera d'ici là. Bien sûr. Non, mais d'ailleurs, ça, c'est le romancier. Le romancier, c'est justement, il montre une situation qui est de la fiction au moment où elle paraît. Mais pourquoi elle a... D'ailleurs, vous avez fait chacun des livres, Guérilla 1 et Guérilla 2, comme d'ailleurs vos précédents livres, ont fait des scores remarquables du point de vue... Ah oui, enfin, ce sont mes meilleures ventes juste derrière la France Orange Mécanique. Ouais. Mais c'est un signe qu'il y a une demande, une attente, qu'il y a cette réalité parallèle qui est là, qui est partout, qui clignote dans le fait divers, dans tout ce qu'on dit, dans tous les sujets de société, les violences en milieu scolaire, hospitalier, etc., les problèmes d'assimilation, enfin tout ce qu'on entend partout. Cette réalité, elle est là. Mais simplement, elle n'accède pas à la représentation médiatique, universelle. Les très grands médias sont dans une autre logique. Oui, mais alors justement, vous parlez de très grands médias, vous disiez, mais enfin, est-ce que les réseaux sociaux n'ont pas quand même changé un peu le paysage de ce point de vue-là ? Il y a les réseaux parallèles. Avant, c'était sous le manteau, c'était bien plus, c'était autrement. Mais maintenant, c'était clandestin, les samizdat, c'était clandestin, enfin, les libelles, oui. Et là, il y a des moyens de faire circuler des informations alternatives, les réseaux sociaux. On peut se parler par des biais numériques, et on peut quelque part se conforter en se disant je suis pas tout seul avec ma situation, je suis pas seul face à mon écran à subir, il y en a d'autres comme moi, ils sont nombreux, on voit la même chose, tout va bien, je ne suis pas encore fou. Et on peut passer à l'étape supérieure, se dire que ce pouvoir médiatique universitaire avec ses légions d'experts, etc., peut-être qu'il se trompe, qu'il a des intérêts, que sa morale lui interdit de dire telle ou telle chose, d'admettre telle vérité. Et donc avancer vers une prise de conscience plus générale et peut-être un mouvement d'opinion qui peut créer un mouvement politique d'envergure. C'est ça. Et est-ce que franchement, oui, aujourd'hui, on ne va pas faire de politique fiction, c'est pas votre livre et c'est pas le cas, mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions, et surtout on peut se poser des questions, et vous l'avez dit, c'est avec cette situation internationale très préoccupante, personne ne peut espérer que les gens ne savent pas comment manger, ou etc., le 15 du mois, que les frigos soient vides, etc., mais au fond, moi, ce qui me frappe justement, mais même dans le Guérilla 3, etc., vous décrivez des situations, alors évidemment, qui peuvent être caricaturales avec tel ou tel, et puis les lynchages, vous très inspiré par la Libération et les tondus de la Libération, Laurent Oberton. Exactement, oui. Ouais, ça vous a, par rapport à, oui, c'était des collabos, mais justement, tout change, les mots changent de sens et les sens changent de mots, c'est ça. Et au fond, vous allez, alors, je voudrais qu'on parle un peu, avant de prendre les auditeurs, je voudrais qu'on parle un peu de votre revue, Furia, justement, puisque on s'en est au 4e numéro, je crois, c'est oui, ça ? Voilà, le numéro 4 va sortir à la fin du mois. Ouais. Donc c'est un trimestriel, et il y en a 4 par an, donc. Et cette revue reprend les codes de l'humour sans limite, de l'insolence réelle. Et il se trouve qu'elle est évidemment aujourd'hui politiquement très incorrecte. Donc il y a Marceau, il y a Papacito, Laura Manier, Stéphane Edouard, Julien Rochdy et d'autres qui collaborent à ce projet. Et le but est d'être partout dans les kiosques, de montrer justement que cette réalité, cette vision réellement divergente, elle est là, elle existe, elle est insolente, elle est drôle justement parce qu'elle est insolente, elle est réellement insolente. Et je pense que ça fait beaucoup de bien à nos contemporains qui justement ont les yeux ouverts, on en marre d'étouffer de politiquement correct, il faut pas dire ça, il faut pas penser ça, on peut pas. Et là on montre que si, on peut le faire. Peut-être qu'il y aura certains risques judiciaires pour la directrice de publication, c'est une chose, mais franchement, vous ne vous censurez pas du tout. On assume on assume de prendre des risques, évidemment. On sait bien qu'on ne va pas non plus se suicider en public et couler notre revue. Donc on pousse le curseur très très loin sur des sujets justement qui sont je ne sais pas pourquoi, qui sont quasiment sacrés aujourd'hui. Moi je parle d'insécurité, on parle sans aucune retenue d'immigration, de nos hommes politiques et de leur fabuleuse gestion. On parle de culture, on essaie on s'interdit aucun sujet, et ça marche de manière exceptionnelle. On ne pensait pas
pas avoir un tel niveau à ce point, un tel nombre de lecteurs. Vous êtes en kiosque, on peut vous trouver en kiosque. En kiosque, sur abonnement, lafuria.fr, c'est encore mieux, mais sinon vous avez les kiosques et on est très très bien mis en avant puisqu'on a tant d'abonnés, ça nous permet justement d'avoir cette force de frappe dans les kiosques et de constituer un média contrepoids. Il en existe et j'espère qu'il y en aura de plus en plus. Une bonne plateforme, c'est toujours bon à prendre. Ala, est-ce que nous avons des auditeurs? Oui, on accueille Jean-Paul de Draguignan. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Oui. Bonjour André, bonjour Monsieur Overton. J'aurais une question, Monsieur Overton. Est-ce que vous ne pensez pas que toutes ces divisions qui sont créées dans notre pays, parce que nous n'avons plus affaire à des hommes et des femmes politiques qui nous gouvernent, qui cherchent à rassembler, mais on a l'impression qu'ils ne cherchent qu'à diviser, à déstructurer. Et ne pensez-vous pas que tout cela, petit à petit, va faire que les Français ne pourront plus descendre manifester dans la rue, par exemple, pour une cohérence, mais pour un affrontement. On peut voir notamment le monsieur dont j'ai oublié le nom, qui était invité par André à prendre la parole au début de l'émission, qui disait qu'il y avait des manifestations, par exemple, contre les migrants, et que derrière, il y avait une contre-manifestation. Oui, tout à fait. C'est pour un Calac. C'est un Calac, oui. Voilà. Et tout cela, moi, on a toutes les divisions qui sont créées par le wokisme, qui sont créées par la France islamiste, qui sont créées de toutes parts. L'école, il n'y a plus rien qui tienne dans ce pays. Donc, je fais partie de ces Français maintenant qui ont pris de l'âge, je suis grand-père aussi, et je suis très inquiet pour l'avenir de ce pays, pour lequel j'ai travaillé toute ma vie pour l'avenir de mes enfants et de mes petits-enfants. Est-ce qu'il va falloir descendre dans la rue et se battre à un moment donné? Laurent Berton. Très intéressante remarque sur l'État aujourd'hui est une machine à distribuer des privilèges. Il va choisir les retraités, les enseignants, il va choisir des groupes d'intérêts constitués et il va donner ici, etc. Et ce faisant, il va bien profiter de ces divisions et tout le monde va se tourner vers lui en disant oui mais lui il a eu et moi je veux aussi et qu'est-ce que vous allez faire pour... Et c'est toute l'histoire des campagnes présidentielles récentes, que comptez-vous faire pour tel ou tel Et l'État s'est rendu de cette façon totalement omniprésent, omnipotent dans les débats et on a toujours tendance à se tourner vers lui, que ce soit pour se plaindre ou pour se féliciter, c'est toujours lui le grand maître de nos vies. Voilà, que fait l'État donc évidemment ça crée des mouvements sociaux, des manifestations, mais elles sont toujours là pour demander plus d'État et plus de considération. Sauf qu'à un moment, il y a un principe de réalité. On a une dette qui est énorme et qui cette année va je sais pas où. C'est milliers de milliards d'euros. J'ai peur de voir les chiffres à la fin de l'année parce que là, c'est terrifiant. On voit que Bruno Le Maire disait qu'on était à 1 euro près, mais j'aimerais. Après avoir dit qu'on est mieux que les 30 Glorieuses il y a quelques mois. J'aimerais avoir les mêmes possibilités de gestion de mes économies, mais l'État n'en finit plus d'exploser tous les records de dette et à un moment ça va coûter très cher, donc il y aura des cessations de paiement massives et là tous ceux qui dépendent de l'État ils sont immensément nombreux. Que va-t-il se passer? Donc évidemment, je partage complètement cette crainte d'avoir des situations de retour, même bien plus qu'au Moyen-Âge, au Paléolithique. J'espère qu'on n'arrivera pas là, aux cavernes, mais qui sait Ala. On va revenir dans quelques instants, juste après une petite page de pub, avec notre invité Laurent Overton, journaliste, romancier, essayiste et auteur de Guérilla 3, le dernier combat aux éditions Magnus. On attend vos appels, 826 300 300. Sud Radio, les clés du Sud Radio. Jacques Bercoff dans tous ses états. Moi, je suis très frappé. Se faire plaisir. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Alors, Ala Okili, qu'est-ce que les Français ont à dire aux Français? Loïc de Lourdes pour nous dire ce que les Français ont à dire aux Français. Bonjour Loïc. Bonjour Loïc. Oui, bonjour André, bonjour à votre invité. Désolé, je n'ai pas retenu le prénom. Laurent Overton. Oui. Laurent. Bonjour Laurent, pardon. Bonjour. Ouais, non, c'était pour rebondir un peu sur l'auditeur là qui vient de parler. Oui.
Mais en fait, moi, ça me paraît très clair ce qui s'est passé. En fait, bon, diviser pour mieux régner, j'apprends pas ça à Laurent, j'imagine. Et ensuite, pourquoi il y a eu cette ouverture des frontières autant, en fait? D'après moi, c'est pour perdre l'identité du pays. Comme ça, les gens ne se révoltent plus, les gens ne se rassemblent plus. Et ça marche très bien. Ça fait quelques années qu'ils le font, en fait, tout simplement. Et voilà, voilà pourquoi les gens ne se rassemblent plus, quoi. Il y a eu un peu les gilets jaunes où les gens ont voulu se rassembler. Bon, ils ont vite coupé les pattes. Mais après, avec cette ouverture des frontières et autant perdre l'identité du pays, les gens n'ont plus aucune solidarité, quoi. Alors, est-ce que c'est, Loïc, Laurent Berton, il y a cette perte d'identité? Là, on est dans la dissolution physique que du peuple. Et alors, moi, j'avais pas mal réfléchi à ça, notamment avec La France interdite, un livre précédent, sur la notion de capital social. Et effectivement, des chercheurs, pour le coup... C'est quoi le capital social? Alors, c'est le lien de confiance qui unit les citoyens les uns aux autres. Pourquoi, si on perd notre portefeuille, est-ce qu'on va nous le ramasser? Est-ce qu'on se met à la place suffisamment de notre contemporain? Ce qui permet finalement la vie en société élémentaire, le civisme de base, voilà. Et un chercheur qui s'appelle Putnam, qui est un sociologue, qui est de gauche, donc il a une immunité quand même assez importante, a fait une étude très poussée là-dessus, en montrant qu'à chaque fois qu'on mettait de la diversité, plus il y avait de diversité au sein d'une population, plus ce capital social s'effritait et s'effondrait. Non seulement les gens ne se faisaient plus confiance entre eux, entre groupes communautaires, mais aussi au sein de leur propre groupe. Ils se méfiaient de la police, des médias, ils se méfiaient d'absolument tout, ils se repliaient en quelque sorte sur eux-mêmes. Et ça devenait très vite chacun pour soi. Et c'est un petit peu la chose à laquelle on assiste aujourd'hui. Plus les villes sont hétérogènes, plus ce phénomène est frappant. On a des gens qui se font massacrer, les autres qui passent à côté, qui regardent leur montre. Et c'est évident que quand on le fait à l'échelle d'une nation, on brise complètement la cohésion populaire qui pourrait représenter un danger justement pour les dirigeants. Puisque s'il y avait une forte cohésion, que le peuple tapait réellement du poing sur la table, on sait très bien que l'État se rangerait à leurs idées. Et c'est pour ça l'immigration n'a jamais été voulue, cette immigration de quantité qu'on subit depuis des décennies n'a jamais été voulue ni souhaitée par le peuple, elle est toujours imposée. L'insécurité, c'est exactement la même chose. La non-application de la loi, ce qui est censé légitimer l'État au départ, ça n'a jamais lieu. Et le citoyen ne peut que subir cette situation pour l'instant. Voilà. Claude de Perpignan. Bonjour Claude. Bonjour Claude. Oui, bonjour André, bonjour Laurent Oberton. Je veux dire que je partage les analyses de Laurent Oberton depuis très longtemps. Et non, moi je voudrais sa réaction parce que j'avais un coup de gueule à pousser par l'intermédiaire d'André Berkoff. J'ai entendu ce matin que les 3 policiers qui ont été confrontés à un refus d'obtempérer, qui ont été confrontés à des menaces automobiles, à des tirs, etc., ont été évidemment entendus par les bœufs carottes parce qu'une jeune femme qui était dans la voiture est décédée et qu'ils étaient sortis de garde à vue ce matin. Mais moi, je suis sidéré qu'ils aient pu être mis en garde à vue. Ces policiers, ils ont fait leur boulot, ils étaient menacés, agressés, on leur a tiré dessus, ils défendent la société, c'est-à-dire nous, les gens honnêtes, et on les fout en garde à vue parce qu'il y a une passagère d'un truand qui est décédée. C'est scandaleux. Laurent Berton. C'est l'individu, le truand en question était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Il a déjà menacé des policiers avec une arme à feu. Je crois même qu'il avait déjà tiré sur des policiers. Et il est là. Et il était là. Il a pu faire ce qu'il a fait. Il aurait pu tuer un flic, un passant. Donc évidemment, c'est un scandale permanent. Et les policiers sont bien obligés de faire face à ce genre de situation. Ils sont bien obligés un type qui roule n'importe comment dans une voiture volée. À un moment, il faudra essayer de l'interpeller quand même. Ou au moins de faire semblant. Combien de femmes, d'enfants renversés, d'hommes, ça arrive tout le temps. Et enfin, là, juste un mot là-dessus. Hier, le procès d'appel d'un des fournisseurs de Cherfield, l'assassin de Xavier Jugelet, a été jugé hier. Il avait été en première instance condamné pour complicité d'actes terroristes. Ouais. Et là, cette fois-ci, il a toujours été condamné, mais le caractère terroriste n'a pas été retenu. Alors, l'arrêt est complètement fou, puisqu'il est reconnu coupable, il est reconnu avoir eu connaissance du projet criminel de Cherfi, donc il savait qu'il allait
s'en prendre à des policiers. Ah oui. Voilà, Xavier Jugelé avait été abattu dans son fourgon et donc son complice qui lui a aidé à se procurer une arme savait qu'il allait s'en prendre à des policiers, mais il ne savait pas, a priori, d'après l'arrêt rendu par la justice, qu'il était radicalisé. C'est-à-dire, il allait juste tuer des flics, mais sans penser à mal, en quelque sorte. C'était pas plus terroriste que ça. Donc c'est quand on a ce genre de jugement qui tombe, on est désespéré pour les policiers. Ouais, c'est vrai qu'il y a de quoi vraiment se poser des questions. Finalement, le syndicat Alliance, quand le syndicat Alliance a fait sa sortie en disant que le seul problème de la police c'était la justice, bon, c'était excessif, mais c'était peut-être pas complètement faux. Pas complètement faux, ça c'est sûr. C'est clair. Allah. Marianne de Crosne. Bonjour Marianne. Bonjour Marianne. Oui, bonjour monsieur. Bonjour Marianne. On vous écoute. Je viens d'entendre le sujet de l'émission là. Et je trouve que la dissolution du peuple, le gouvernement tente de la faire déjà, d'une part, par la dissolution de l'Assemblée qu'il veut provoquer, si jamais on ne vote pas dans son sens. C'est-à-dire la réforme des retraites. En extrapolant un petit peu la réforme des retraites, tout ça pour favoriser, financer, en quelque sorte, je pense, peut-être, l'immigration. Ce sont des gens qui ne travaillent pas, donc il faudra bien les financer d'une façon ou d'une autre, et avec leurs impôts sur le revenu, financer les différents déficits économiques auxquels la France fait face. Parce que là, on va carrément dans le chaos. Il y a des chauffeurs de bus qui sont en manque, les instituteurs, professeurs des écoles, la police se fait agresser, la magistrature ne suit pas parce qu'elle est plus politique que pour les Français, je trouve. Donc là, Macron, je trouve, le gouvernement, sans désigner quelqu'un en particulier, pratique une sorte d'islam, de dictature, de despotisme. De politique de la terre brûlée, peut-être plutôt, oui, je tiens. Oui, je comprends ce que vous voulez dire, Marianne. Vous vous demandez, effectivement, pour qui ils travaillent et qui ils ont envie de dissoudre. Alors là, c'est la dissolution de l'Assemblée, c'est autre chose. Ça, c'est la pression que Macron et son gouvernement veut mettre aux députés en disant attention, si vous ne votez pas bien, mais ça revient toujours au maire de Callac. On revient toujours, en fait, Laurent Berton, à la même chose. Si vous ne votez pas bien, si vous ne vous conduisez pas bien, ça va être pan cul. C'est le principe élémentaire de la démocratie, c'est qu'on demande aux gens leur avis s'ils sont d'une autre. Ça, c'est très important. Et concernant l'immigration et l'endettement, alors je rappelle qu'un des arguments massus des immigrationnistes a toujours été ils vont payer nos retraites. Ça fait quand même pas mal de millions d'immigrés qui sont entrés dans ce pays et des retraites qui sont de moins en moins payables. Donc on se demande un petit peu ce qui se passe. Et encore une fois, où va l'argent ? Et c'est de la même manière, les emplois en souffrance, ça n'a jamais été réglé. On nous a toujours dit, ils vont faire les boulots dont les Français ne veulent pas. Toujours, les mêmes secteurs sont toujours en souffrance et en recherche de main-d'œuvre, et elle n'est toujours pas là. Donc il y a quelque chose qui disparaît quelque part. Oui, et c'est vrai que on a l'impression que c'est un serpent qui se mord la queue, et on parle de ça depuis des décennies, et rien ne bouge, et malheureusement, on ne le souhaite pas, on souhaite que Guérilla reste une fiction, mais on peut se poser la question. Vous aussi, d'ailleurs, vous souhaitez que Guérilla reste une fiction, Laurent Berton. C'est un livre qui est écrit pour conjurer le sort, et je serais très heureux, justement, qu'il initie un sursaut, une sorte de réaction, et qu'on évite, évidemment, d'en arriver là. Merci. Merci de nous avoir suivis. Donc, nous étions avec Laurent Berton, journaliste, romancier, essayiste, auteur de Guérilla 3, le dernier combat aux éditions Magnus. On espère vous recevoir pour un Guérilla 4. Je sais pas, déjà. Autre chose. Au moins. Si l'actualité me laisse le temps d'écrire encore un livre, ce sera déjà pas mal. On l'espère. André Berkoff, nous recevons demain, vous recevez plutôt avec Céline Alonso, Claude Lelouch, le réalisateur, qui célébrera ses 85 ans lors d'un événement exceptionnel, un spectacle symphonique dont vous allez parler demain. Et l'info continue avec Brigitte Lahaie. Son invité Yvon Dallaire vous parlera couple et harmonie de couple pour mieux se comprendre malgré les différences évidentes entre hommes et femmes. À demain.